Il y a des choses qu'on achète avec de l'argent, et il y en a que l'argent achète sans qu'on se rende compte. Mais ce jour-là, l'homme le plus riche de la ville s'est arrêté juste pour prendre un café. Et il en est ressorti avec un trou dans le cœur, un vide vieux de 20 ans. La ville s'éveillait encore quand il descendit de sa voiture, noire, brillante comme un miroir. Cravate impeccable, regard blasé, et une routine réglée comme une montre suisse. Il entra dans le café du coin sans regarder personne, comme on entre dans une pièce vide. C'était toujours ainsi. Trop de gens, trop peu d'âmes. « Comme d'habitude, s'il vous plaît, sans sucre », dit-il sèchement, les yeux rivés sur son téléphone. Mais c'est alors qu'une petite voix derrière le comptoir prononça quelque chose de simple, mais qui lui fit lever les yeux pour la première fois depuis des semaines. « Vous savez que vous vous frottez le sourcil exactement comme mon père le faisait ?» Il fronça les sourcils. Il ne reconnut pas la jeune fille. Elle devait avoir 17 ou 18 ans. Uniforme froissé, cheveux attachés à la va-vite et une fatigue dans les regards qui ne collait pas à son âge. Il y avait quelque chose en elle qui troublait, mais il fit semblant de ne pas avoir entendu. « Votre café, monsieur. »« Merci. » Il prit le gobelet et tourna les talons. Mais elle ne se tut pas. « Je sais que vous ne vous souviendrez pas, mais ma mère me l'a raconté. Elle s'appelait Lana. Elle travaillait ici, il y a longtemps. » Il s'arrêta. Ce nom frappa comme un coup de poing. « Anna ?» La jeune fille acquiesça, un demi-sourire triste aux lèvres. « Elle est morte il y a 2 ans, mais avant de partir, elle m'a fait promettre qu'un jour, je vous dirai. » Le silence dans le café devint glacial. Même le bruit de la machine à café semblait s'être arrêté pour écouter. Elle inspira profondément, ajusta son tablier et dit « Je suis votre fille. » Et c'est là, mon ami, que le café le plus cher de sa vie a commencé à lui brûler de l'intérieur. Il y a des gens qui voient des fantômes dans les vieilles maisons, mais le grand fantôme du millionnaire était bien vivant, en train de servir du café. Il restait immobile, muet, le gobelet à la main et l'âme vide. C'était toujours assis. « C'est une blague ?» demanda-t-il à voix basse, presque sèchement. La jeune fille secoua la tête, sans même se vexer. « Ma mère disait que tu étais doué avec les chiffres, mais nul avec les sentiments. » C'est absurde. Alors dis-moi que tu n'as jamais connu Lana, dis-moi que tu n'es jamais venu ici, il y a 20 ans, que tu n'as jamais couché avec elle. Il voulait le dire, il voulait nier, mais la vérité c'est que ce nom restait gravé dans un coin sombre de sa mémoire. Anna, la serveuse souriante, aux yeux curieux et au sourire discret. Ça ne devait être qu'une nuée, unique, qu'il s'était promis d'oublier. Et il avait oublié, jusqu'à maintenant. Il prit son téléphone, ouvrit l'appli de son cabinet d'avocat. « ADN, j'ai besoin d'un test ADN. » Il ferma des yeux, imagina la scène. La fille en pleurs, la lettre de sa mère, la phrase « moitié toi ». Si c'était vrai, il avait ignoré une fille pendant 18 ans. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-il en frappant le tableau de bord. Mais dans sa poitrine, ce n'était pas de la colère. C'était de la peur. La peur d'avoir été tort et d'être trop tard. Il décida de revenir. Il allait la regarder dans les yeux, parler calmement, exiger des explications. Mais quand il entra encore une fois dans le café, « Elle est partie, monsieur. Elle a dit qu'elle avait besoin d'air. Elle a laissé ça. » C'était un autre billet, petit, plié en 4. « Si tu veux parler, retrouve-moi sur le banc de la petite place à 18 heures. Tu n'as rien apporté, juste la vérité. » L'écriture était identique à la lettre de sa mère. Il regarda l'heure. Il restait encore 3 heures, mais en lui, le temps avait déjà s'arrêté. À 6 heures du soir, le monde va vite. Mais sur cette place, le temps semblait assis sur le banc, attendant une réponse. Le millionnaire arriva tôt, bien avant 18 heures. Costume impeccable, mais âme froissée. Il s'assit sur le banc en bois, comme on s'assoit au tribunal. La place était simple, une fontaine rouillée, des arbres non taillés et des enfants courant sans savoir que là, la vie tenait à un fil. Il regardait sa montre toutes les 5 minutes. Mais ce n'était pas elle qui était en retard. C'était son temps à lui qui marchait de travers. Et quand elle arriva, c'était comme voir un miroir rafistolé avec du scotch. Clara portait un pull usé, un sac à dos et un petit carnet à la main. Elle s'assit à côté. Ni trop près, ni trop loin. « Tu es venu ? Je ne sais même pas pourquoi, » répondit-il, les yeux fixés devant lui. Elle ne s'effraya pas, n'implora pas. Elle ouvrit simplement son carnet et montra une photo collée avec du ruban adhésif.
C'était Anna, jeune, souriant, une malle posée sur un ventre déjà bien rond. Elle disait que tu avais disparu, que tu avais eu peur, mais elle ne t'a jamais détesté. Elle aurait dû me chercher. Elle a essayé pendant 3 ans. Puis, elle a abandonné. Elle disait que même la fierté vieillissait. Il ravala sa salive. L'image d'Anna sur cette photo semblait lui sourire, mais pas avec tendresse, avec pitié. Pourquoi maintenant? Pourquoi me chercher après tout ce temps? Clara referma Soutarnay. Parce que j'ai 18 ans, et maintenant, je peux choisir par moi-même. Parce que je t'ai vu à la télévision inaugurant un hôpital, parlant de donner des opportunités, et parce que je ne voulais pas mourir sans te regarder dans les yeux et te dire « J'existe et je ne suis pas généreux ». Il la regarda. Pour la première fois vraiment. « Tu veux de l'argent ?»« Non. »« Tu veux mon nom ?»« Non plus. »« Alors, que veux-tu, Clara ?» demanda-t-il, la voix plus basse qu'elle ne l'avait jamais été. Elle resta silencieuse, regarda le ciel. Les nuages, en cette fin d'après-midi, semblaient cousus de nostalgie. « Je veux savoir si tu ressens quelque chose. N'importe quoi. Parce que, même sans te connaître, j'ai toujours ressenti quelque chose. » Le silence entre eux pesait plus lourd que le banc sur lequel ils étaient assis. Et c'est dans ce silence qu'il comprit qu'il tremblait. Pas de froid, mais de honte. Il y a des choses qu'on enterre avec des fleurs, et d'autres qu'on enterre avec le silence. Son histoire avec Anna, il l'avait enterrée de ses 2 mains, mais maintenant la graine avait donné un fruit et il s'appelait Clara. Le lendemain matin, il arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Secrétaire surprise, assistant sans comprendre. Mais lui, il savait ce qu'il cherchait. « J'ai besoin des dossiers, il y a 20 ans. Registre des employés de l'ancienne succursale du café. Nom Anna. Vérifiez s'il y a une plainte, une procédure quelconque, une correspondance. » Bien sûr, monsieur, balbuta l'assistante. En moins d'1 heure, le dossier arriva. Ama Cristina Lopez, employée pendant 9 mois, partie sans préavis. Aucune plainte, aucun procès, rien. « C'est tout ?» demanda-t-il, contrarié. « C'est tout ce qu'il y a, monsieur. » Mais quelque chose le dérangeait. Si elle avait voulu de l'argent, c'était l'occasion. Si elle avait voulu un scandale, aussi. Mais Clara ne voulait rien, juste être reconnue. Il quitta le bureau et se rendit directement chez un vieux compagnon, le docteur Laouo, médecin généraliste et avocat, homme de confiance. « Je veux faire un test d'ADN, en toute discrétion, privé. »« Tu vas reconnaître un enfant, mon vieux ?» demanda Laouo avec ce sourire narquois de ceux qui croient avoir tout vu. « Je ne sais pas, » répondit-il, « mais je crois qu'une partie de moi veut savoir si je suis vraiment le salaud que j'ai prétendu ne pas être. » Laouo devint sérieux. « Tu sais déjà que tu l'es, ou tu essaies encore de te convaincre ?» Il resta sans voix. La phrase le frappa, comme un coup de poing dans un gant de velours. Il sortit là, avec un rendez-vous de préleveau fixé pour le lendemain. Il envoya un message à Clara, discret et avec l'heure. Elle répondit simplement « Je viendrai ». Mais en rentrant chez lui ce soir-là, tout bascula. Sa femme l'attendait dans le salon, téléphone à la main, le visage en feu. « Qui est Clara ?» Son sang se glaça. « Comment tu sais ça ?»« Parce qu'elle m'a envoyé un message. » Elle jeta le téléphone sur le canapé. « Elle dit qu'elle est ta fille. » C'est compliqué. Compliqué, c'est d'avoir une fille de 18 ans et de la prendre par elle-même. La dispute éclata comme une bombe de douleur. Elle cria, il tenta d'expliquer, mais les mots ne tiennent pas une maison déjà fissurée. « Et combien d'autres, hein? Combien de cafés t'as oublié de payer ?» Il voulait dire que ce n'était pas comme ça, mais il savait que c'était exactement ça. Et quand elle claqua à la porte de la chambre, il resta là, seul. Plus seul encore que d'avant de savoir qu'il avait une fille. Il y a des nuits où l'on dort pour se reposer, et d'autres où l'on dort pour oublier qu'on est à vie. Cette nuit-là, le millionnaire ne dormit pas. Il resta assis dans le fauteuil du salon, la lampe allumée, fixant sa propre main comme s'il cherchait une réponse entre les lignes de sa peau. Sa femme ne descendit pas, son plus jeune fils ne se montra pas,
Le téléphone silencieux et le cœur bien trop bruyant. Il essayait de se justifier, se répétait que c'était qu'une erreur, une seule nuit, un faux pas du passé. Mais plus il tentait de s'en convaincre, plus il voyait les yeux de Clara. Des yeux de quelqu'un qui ne demandait rien, mais importait de tout. Le lendemain matin, il arriva à la clinique. Elle était déjà là, assise à la réception, avec le même sac usé et un livre sur les genoux. Elle se leva en le voyant. Ne souria pas, mais ne détourna pas non plus de regard. « Tu es prête ?»« Je l'ai toujours été, » répondit-elle avec assurance. Ils furent conduits dans la salle de prélèvement. Sans échange, sans chaleur. L'infirmière fit son travail, vite, froidement, proprement. Et en sortant, il brisa le silence. « Tu as peur du résultat ?»« J'ai peur de ne rien ressentir, même s'il est positif. » Cette phrase fit mal, bien plus qu'il ne l'aurait cru. « Si je suis ton père, qu'attends-tu de moi ?»« Rien, » répondit-elle, les yeux baissés. « Juste que tu ne fuis pas, encore. » Il voulait dire quelque chose, n'importe quoi, mais resta muet. Et elle partit comme on laisse une lettre sans expéditeur. Les jours suivants, il tenta de reprendre sa routine. Réunions, graphiques, dîner avec des investisseurs, mais tout semblait flou. En réunion du conseil, quelqu'un remarqua. « Tu vas bien, Alvaro ?»« Je suis fatigué, » répondit-il. Mais ce n'était pas de la fatigue, c'était de la culpabilité. Le soir, chez lui, sa femme ne regardait presque plus. Son plus jeune fils, 21 ans, lança directement. « C'est vrai ? Cette fille est ta fille ?» Il hésita. « Peut-être. J'attends le résultat. » « C'est drôle. Tu dis toujours que la famille est la base de tout. Et c'est vrai. Alors, pourquoi tu passes ton temps à faire s'égrouler les fondations ?» C'était comme une gifle, donnée avec la sincérité de quelqu'un qui n'a plus peur de blesser. Le lendemain, le résultat arriva. Une enveloppe scellée, froide, petite, mais aussi lourde qu'un bloc de pierre. Il ouvrit les mains tremblantes. Il lut, une fois, deux. La phrase était là, incontestable. Compatibilité génétique, 99,98%. Lien biologique confirmé. Clara était de sa pire. Il n'y avait plus d'excuses, plus de retour possible. Il ne restait que le silence et le goût métallique de la honte, comme du sang. Il y a des noms plus lourds que des pierres. Et ce jour-là, Clara portait le mot « fille » comme on traîne une valise qu'on n'a jamais demandée. Elle reçut le résultat avant lui. La clinique avait envoyé une copie. Elle le lut en silence, assise sur le lit de la petite chambre qu'elle partageait avec une collègue. Elle ne pleura pas. Mais ses yeux semblaient humides de l'intérieur. Elle prit son téléphone, envoya un seul message. « Je sais. Merci de m'avoir laissé savoir. Maintenant, c'est à toi. » Puis, elle effaça la conversation aussitôt. Elle attendit une réponse, un appel, un mot, mais rien. L'homme qui avait tout disparut. Alvaro, le millionnaire des gros titres, le père malgré lui, l'entrepreneur au sourire de façade, s'enfonça dans un silence profond. Il coupa les notifications, refusa les interviews, annula toutes ses apparitions publiques. Il disait à ses associés que c'était de l'épuisement, à ses enfants que c'était le travail, et à lui-même qu'il avait besoin de temps. Mais le temps, mon ami, ne guérit pas le silence. Il ne fait qu'amplifier l'écho de ce qui n'a jamais été dit. Pendant ce temps, Clara reprenait sa routine. Petit déjeuner servi à 6 heures, nettoyage à 7, caisse à 10. Parfois, les clients commentaient « T'as vu le patron de tel gène à la télé hier ? Beau mec, non ? Il a l'air sympa, un vrai père de famille. » Elle souriait. À l'extérieur. À l'intérieur, une phrase résonnait. « Il a l'air. » Un jour, elle reçut une lettre, de lui. Papier de luxe, signature tremblante. « Clara, découvrir que tu es ma fille, c'était comme me regarder dans un miroir et ne pas reconnaître mon propre visage. J'ai fauté. Avant ta naissance et après aussi. J'ai juste besoin de temps. Alvaro. » Elle relut. Une fois,
2 fois, puis rangea la lettre dans le carnet de sa mère, entre la photo et le vieux billet. Et ce même jour, assise sur le banc de la place où tout avait commencé, elle murmura au vent « J'ai dit appeler papa, et personne n'a répondu. » Le vent souffla doucement, comme s'il voulait demander pardon à la place de quelqu'un. Il y a des choses qu'on essaie d'oublier, mais qui deviennent des ombres. Et une ombre, mon ami, ne disparaît pas, même dans le noir. Alvaro pensait pouvoir fuir, que le silence suffirait. Mais la culpabilité a une manière étrange de se montrer. Elle se cache dans un reflet, dans l'odeur d'un vêtement, dans l'assiette restée pleine sur la table. Il se mit à voir Clara partout, dans une nouvelle employée qui se recoiffait comme elle, dans une enfant avec un sac à dos, assise sur le trottoir, même dans une pub pour la fête des pères. Et chaque fois qu'il la voyait, ça faisait mal. Un jour, il rentra chez lui et trouva son fils aîné dans le salon. Chemise simple, visage fermé, regard dur. « Tu vas fuir elle aussi ? Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ça. Tu as disparu. Elle a besoin de temps. Elle a t'en donné. C'est toi qui ne sais pas quoi en faire. » Alvaro tenta de se défendre, mais son fils l'interrompit. « J'ai toujours essayé de t'admirer, malgré ta froideur, malgré tes absences. Mais maintenant je vois que tu n'es pas juste un homme froid, tu es un homme lâche. » C'était la première fois qu'il entendait ce mot. Lâche. Et c'était comme si le mot s'était coincé dans la gorge. Plus tard dans la nuit, il prit sa voiture et partit sans direction. Il parcourut de vieilles rues, des quartiers oubliés, des ruelles qu'il avait laissées derrière lui sans jamais se retourner. Il s'arrêta devant l'ancienne cafétéria. Elle avait changé. Nouvelle enseigne, nom étranger, mais le lieu, le même. Il s'assit sur un banc, en face, et resta là, à penser. À Anna, à sa fille, à la lettre. Jusqu'à ce qu'un vieil homme vendant des fleurs passe et lui dise « Tout va bien, docteur ?»« Je ne sais pas. Vous avez l'air d'avoir perdu quelque chose. » « Je crois que j'ai perdu la chance d'être quelqu'un de meilleur. » Le vieux sourit avec une tristesse pleine de sagesse. « On ne perd vraiment quand on arrête d'essayer. » Le lendemain, Clara reçut une autre lettre. Mais cette fois, il y avait quelque chose à l'intérieur. Une clé et une adresse. « Si tu veux, cet endroit est à toi maintenant. Ce n'est pas un cadeau, c'est une réparation. Il y a là des photos de ta mère que j'avais gardées, cachées de moi-même, et une chambre si tu veux. » Elle lut, resta immobile, mais ses yeux n'ont pas tenu. Cette fois, elle pleura. Il y a des maisons faites de briques et d'autres faites de gestes. Clara arriva à l'adresse avec le cœur noué. C'était une vieille maison à 2 étages avec des fenêtres en bois et une odeur de temps suspendue. La clé entra dans la serrure comme si le destin avait sculpté chaque dent avec patience. En entrant, elle ne trouva pas de luxe, mais elle trouva une histoire. Dans le salon, une étagère pleine de vieux livres, un fauteuil usé, et dans un coin, une boîte en carton, avec des photos, des lettres, des billets. Tout d'Anna. Des photos d'elle jeune, souriante, une autre en uniforme de la cafétéria, une autre tenant une fleur devant une boutique. « Fleur de Mars », écrit à la main sur l'enseigne. Au fond de la boîte, un agenda de 2005. Et là, il était écrit « 11 avril, Alvaro m'a emmené dîner. Il a souri 2 fois. L'un d'eux, je crois qu'il était sincère. 15 avril, j'ai découvert que je suis enceinte. Je ne sais pas encore si je lui dirai. Il a une vie immense. Moi, j'ai juste peur. » Clara referma l'agenda avec précaution. C'était comme si sa mère murmurait encore à l'intérieur. Elle monta à l'étage. Au second, une chambre au mur blanc, un pli simple, et sur le bureau, un cadre vide. À côté, un petit mot. « Pour que tu y mettes ce que tu veux. Commence ton histoire ici. » Elle s'assit sur le lit. Elle ne savait pas si elle devait pleurer ou sourire. Mais elle savait qu'enfin, quelque chose commençait. De l'autre côté de la ville, Alvaro regardait son téléphone, n'attendant rien. Mais il reçut une photo,
C'était la chambre, et dans le cadre, un selfie d'elle, souriante, tenant une marguerite. La légende disait « Première fleur de la nouvelle fleuristerie ». Il posa le téléphone et leva les yeux vers le plafond. Il murmura doucement « Anna, elle a hérité de ton jardin. » Le lendemain, Clara retourna à la cafétéria. Elle donna sa démission. « Tu vas ouvrir une entreprise ?» lui demandait-on. « Non, je vais ouvrir un lieu où on se sente enfin visible. » Et c'est ainsi qu'est née la nouvelle Fleur de Mars, une petite boutique de fleurs parfumée à la lavande avec des murs remplis de souvenirs. Mais le plus beau, c'était le cadre à l'entrée. Une photo d'Anna tenant Clara bébé avec la phrase « Elle m'a donné la vie, maintenant je planque la sienne dans le monde ». Et de temps en temps, Alvaro revenait. Il entrait discrètement, achetant une fleur. S'asseyait sur le banc de la place en face. Clara faisait semblant de ne pas le voir. Mais elle posait toujours la plus belle fleur sur le comptoir et souriait doucement. Parce qu'il y a des gens qui naissent invisibles, mais qui ne sont pas faits pour vivre effacés. Il y a des endroits où l'on entre pour acheter, et d'autres où l'on entre pour se retrouver. La Fleur de Mars avait ses portes ouvertes depuis 3 semaines. Elle était petite, colorée et vivante, comme Clara. Elle sentait la terre humide, résonnait du tintement des carillons et avait l'âme d'un jardin de grand-mère. Et c'est là, par un après-midi nuageux, qu'Alvaro entra. Sans cravate, sans garde du corps, sans armure. Juste lui et un petit pot d'espoir entre les mains. Clara fit semblant d'être surprise, mais son cœur battait déjà à tout rompre avant même qu'il pousse la porte. Dit-il « Bonjour », répondit-elle sans ironie. Il regarda autour, toucha les pots, sentit une rose, s'arrêta devant un bouquet de tournesols. « C'étaient les fleurs préférées de ta mère. »« Je sais, » dit-elle les yeux brillants. Silence. Jusqu'à ce qu'il respire profondément. « Clara, je peux parler comme un père, pas comme un millionnaire, ni comme un homme plein de regrets, juste comme un père. » Elle acquiesça, sans dire un mot. « Je ne sais pas comment faire. Je n'ai jamais su. Avec toi, avec tes frères, ni même avec moi. Mais je suis ici parce que je ne veux pas te perdre, comme je l'ai perdue, elle. Et je ne sais pas que j'ai droit à grand-chose, mais si tu me le laisses, j'aimerais être là, dans ton monde, parmi les fleurs, avec ce qu'il reste de nous. » Elle le regarda dans les yeux. Et cette fois, elle vit un homme. Par une image, par un nom. Un homme. « Je ne sais pas si je peux t'appeler papa maintenant ? Ce n'est pas grave. Appelle-moi Alvaro alors, ou visiteur. Mais tu peux commencer à venir les samedis, m'aider à faire les bouquets. » Il sourit. Vraiment, pour la première fois depuis longtemps. C'est un début. C'est ce qu'on a. Et c'est ainsi que peu à peu, il entra dans ce monde coloré. Il aidait à arroser, se trompait dans les noms des plantes, apprenait la différence entre azalée et anthurium. Mais surtout, il apprenait à écouter. Et un jour, sans y penser, Clara dit « Papa, tu peux me passer ce petit pot ?» Elle ne s'en rendait pas compte, mais lui si. Et il resta là, figé, le cœur serré, tenant ce petit pot comme un trophée. Parce qu'il y a des mots qui n'ont pas besoin de fête. Ils ont juste besoin de sortir de la bonne bouche. Et à cet instant, il fut enfin appelé papa. Il y a des cadeaux qui arrivent, et d'autres qui restent coincés dans le passé, en attendant que quelqu'un les ouvre. Clara rangeait le stock de la floristerie quand elle trouva une boîte au fond du placard, marquée d'une écriture familière, celle de sa mère. « N'ouvrez pas avant vos 18 ans. » Son cœur emballa, ses mains devinrent moites.
Elle s'assit par terre, entourée de peau et de terre, et inspira profondément avant de soulever le couvercle. À l'intérieur, une lettre et une petite enveloppe brune jaunie par le temps. La lettre était longue, écrite à la main, l'encre un peu effacée, mais chaque mot semblait vivant. « Ma fille, si tu es arrivée jusqu'ici, c'est que tu es assez grande pour savoir. Je t'ai élevée avec ce que j'avais, du courage, de l'amour et une nostalgie que se cachait dans mes poches. L'homme qui t'a donné la vie ne t'a pas élevé, mais il t'a laissé une belle chose, ton regard curieux. Il ne savait pas quoi faire de moi, et moi, je ne savais pas quoi faire de son absence. Mais je ne l'ai jamais détesté, j'ai juste gardé la partie belle. Cette enveloppe était pour lui. Je l'ai écrite, mais je ne l'ai jamais envoyée. Peut-être que maintenant, tu pourras. » Clara prit l'enveloppe comme si elle était en verre. Elle était légère, mais pesait comme du plomb. L'expéditrice, Anna Christina. Le destinataire, Alvaro Brandao. Pas d'adresse, pas de date. Elle ne l'ouvrit pas. Elle la glissa dans sa poche. Et ce même après-midi, elle traversa la ville jusqu'à sa maison. Il fut surpris de la voir à la porte. Ce n'était pas le samedi, ce n'était pas l'heure d'une visite. « Que se passe-t-il ? Ma mère t'a écrit. Elle ne te l'a jamais donné. » Elle tendit l'enveloppe. Il la prit avec délicatesse, comme si Anna elle-même était là, à l'intérieur. « Je peux, c'est pour toi. » Il l'ouvrit, les yeux déjà embués. La lettre était simple, directe et douloureuse. « Alvaro, j'ai été aimé, même si tu n'es pas resté, même si tu ne t'en souviens pas. Je ne t'écris pas pour réclamer quoi que ce soit, juste pour te dire que ce qui est né entre nous a grandi. Elle a ton nez, ta ténacité et une force qui vient de moi. Si un jour le destin t'amène jusqu'à elle, ne fuis pas. Parce que Clara, c'est ce que j'ai de plus beau au monde. » Il eut la respiration suspendue. Puis il replia lentement la lettre et la plaça contre son cœur. « Je ne mérite pas ce pardon, peut-être pas, mais elle te l'a donné quand même. » Ils restèrent silencieux. Mais cette fois, c'était un silence de paix, pas d'absence. Ce soir-là, il sortit d'un tiroir un papier qu'il n'avait jamais eu le courage de remplir. Reconnaissance de paternité. Il signa. Date 11 avril. Le même jour que ce dîner avec Anna 20 ans plus tôt. Parce qu'il y a des fleurs qui naissent tard, mais qui fleurissent quand même. Vois-tu, maman, je suis en train de fleurir. Il y a des papiers qui valent plus que de l'argent. Et celui-ci, avec deux signatures en bas, valait tout un passé. Alvaro tendit à l'acte de naissance rectifié dans une petite chemise bleue, comme on offre un cadeau enveloppé de nerfs et de courage. Clara le pied de main. Elle regarda, lut lentement. Nom complet, Clara Lopez Brandao. Les mots semblaient bondir du papier. Elle relut, juste pour être chaud que c'était bien là. Brandao. « Tu en es sûr ?» demanda-t-elle, la voix basse. « C'est peu, mais c'est tout ce que je peux t'offrir avec mon nom maintenant. » Elle fermait les yeux. Sa respiration était tremblante. Et quand elle les ouvrit, un sourire, sincère, délicat, et des larmes discrètes brillaient au coin des yeux. Ma mère disait qu'un nom c'est une racine, qu'on peut grandir de travers, mais qu'on a besoin d'un endroit où poser les pieds. Il hoche la tête. Et là, pour la première fois, il ressentit de la fierté pour ce qu'il était, et non pas seulement pour ce qu'il possédait. Les jours suivants, le monde changea, doucement. La fleur de mars avait désormais une nouvelle enseigne. Clara Brandao, fleuriste et fondatrice. En bas, en petites lettres, « In memory of Anna Christina, in flowers for her ». Les voisins commencèrent à remarquer. La clientèle augmentait, et son sourire aussi. Alvaro était devenu une présence constante. Il aidait à faire les comptes, préparait un mauvais café, faisait tomber des pots, et il adorait ça. Un matin ordinaire, il arrive avec un cadeau, un cadran en bois. Simple, mais élégant. À l'intérieur, 2 photos côte à côte. À gauche, Anna, jeune, avec une marguerite dans la tête. À droite, Clara, adulte, avec le même sourire. 2 fleurs, une seule racine. Clara l'accrocha au centre de la boutique. Et tout qui entrait s'arrêtait pour regarder. Parce que parfois, on n'a pas besoin de tout expliquer.
Il suffit de montrer. Mais cette même semaine, une femme âgée entra. Elle regarda photo, regarda Clara, et dit « Cette jeune femme, c'était ma voisine. Elle parlait de toi tous les jours. Elle disait qu'un jour, sa fleur trouvera de la lumière. » Clara ne répondit pas. Elle serra simplement la main de la dame et la serra fort. Parce qu'il y a des choses qu'on répand avec un geste. Et en sortant, elle leva les yeux vers le ciel et murmura « Tu vois, maman, je suis en train de fleurir. » Il y a ceux qui font un enfant et ceux qui font leur demeure dans la vie de cet enfant. Des mois avaient passé depuis la signature du nom de famille. Mais c'est dans le quotidien que l'histoire de Clara et Alvaro avait réellement commencé à s'écrire. Pas de discours, pas de fête, mais le bruit de la porte qui s'ouvrait tôt le samedi matin, le geste maladroit d'Alvaro portant de lourds pots de fleurs, la patience toute neuve face aux épines des rosiers, et ce silence, celui qui ne pèse plus. À la fleuristerie, ils formaient une équipe. Lui s'occupait des orchidées, elle des bouquets. Et ensemble, ils composaient les paniers personnalisés avec des billets qu'elle écrivait à la main. Pour ceux qui méritent une fleur et un pardon. Un dimanche quelconque, alors qu'ils arrangeaient la vitrine, Alvaro demanda « Tu te souviens de la première fleur que tu as vendue ici ?»« Bien sûr, c'était une marguerite, pour une femme enceinte, anxieuse et souriante. » Et qu'a-t-elle dit ? Qu'elle voulait offrir à son enfant tout ce qu'elle n'avait pas eu. Il s'arrêta, regarda Clara, et le temps sembla suspendu. Anna t'a donné tout ce qu'elle pouvait. Et le reste, répondit-elle en souriant, je suis en train de le trouver avec toi. À ce moment-là, un petit garçon d'environ 7 ans entra, une pièce à la main. Vous avez une fleur à un réal ? Clara rit. Oui, mais seulement si tu me dis pour qui c'est. Pour ma maman, elle est triste. Le garçon prit une marguerite, la plus simple, et repartirent soutillant. Alvaro resta là, silencieux, en regardant. Parfois, on complique tout, hein. Parfois, on pense que seules les choses chères ont de la valeur. Et au final, compléta-t-il, une marguerite suffit. Ce soir-là, Clara rentra chez elle plus légère. Son cœur n'était plus partagé entre l'absence et la présence. Il était entier. Car, même si le passé faisait encore mal, le présent commençait à guérir. Et Alvaro, sur le chemin de retour, s'arrêta sur le bas-côté, regarda dans le rétroviseur et murmura pour lui-même « Un père, c'est celui qui reste pour arroser. » Oui, il était resté. Et elle avait fleuri. Il y a des rêves qui dorment avec nous pendant des années. Mais quand ils se réveillent, ils changent tout autour. Ce samedi-là, Clara se réveilla avec un parfum de nouveauté dans l'air, un vent différent, un soleil qui entrait par la fenêtre avec douceur, comme s'il demandait la permission. Elle enfila la blouse de la fleuristerie, attacha ses cheveux avec le ruban que sa mère lui avait offert à ses 12 ans et descendit avec un sourire léger. Mais en arrivant à la boutique, elle trouva le silence étrange. La porte était entr'ouverte, lumière éteinte. Elle poussa doucement. À l'intérieur, une surprise. Le sol couvert de pétales, les lumières allumées doucement, et au centre, une table avec un gâteau simple, moelleux, avec une seule bougie allumée. Alvaro était là. À ses côtés, son fils aîné, son épouse, avec un regard mêlé de vieille douleur et d'un début de trêve, 2 employés, 2 voisins, la vieille dame du square. Et en fond de la pièce, un nouveau mur, avec des dizaines de photos de fleurs et de billets des clients, tout en haut une phrase. Ici fleurissent des histoires qui n'ont pas renoncé à naître. Clara resta figée sur le pas de la porte, et lorsqu'elle fit un pas dans la boutique, Alvaro dit « Ce n'est pas ton anniversaire, ni un jour férié, ni une date importante, mais c'est le jour que j'ai choisi pour te dire, devant ceux qui comptent, que je suis là, que j'ai fauté, mais que je ne partirai pas. » Elle voulut sourire, mais une larme arriva avant. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. »« Si,
Je l'étais, parce que toute mes vies, j'étais fait de choses que je n'ai pas su dire, et je ne laisserai pas ça d'arriver toi aussi. Elle s'approchait lentement, le gâteau entre eux, le temps entre eux. Mais l'amour, enfin, là, entier. Il lui tendit une enveloppe. C'est le contrat de société. La moitié de la boutique est à toi, l'autre moitié à moi, mais pas comme homme d'affaires, comme père. Elle prit le document, les mains tremblantes. Mais elle est à moi depuis le premier jour. Maintenant c'est écrit et gravé dans le cœur. Elle regarda autour, les sourires, la boutique pleine de couleurs, et murmura doucement. « Maman, le jardin que tu avais rêvé, il est debout. » Il souffla la bougie, du gâteau, elle aussi, et pour la première fois, ils soufflèrent ensemble. Parce que quand l'amour arrive en tard, il n'a pas besoin de courir. Il a juste besoin de rester. Il y a des histoires qui se terminent par un point final, mais celle de Clara s'est terminée par une racine. La fleuristerie Fleurs de Mars était devenue bien plus qu'un commerce, un lieu de rencontre, un refuge, une thérapie au parfum de lavande. Les clients entraient pour acheter une fleur et repartaient avec un mot doux, une étreinte, une larme. L'entreprise grandit. Elle ouvrit de petites succursales dans les quartiers voisins, chacune avec un mur de photos et de phrases de sa mère, chacune avec un fragment de cette fille jadis oubliée et qui avait choisi de pardonner. Et Alvaro, il n'était plus l'homme intouchable des magazines, il était devenu une présence, un conseiller, un père, pour de vrai, pas seulement sur le papier. Un jour, Clara fut invitée à une interview, un magazine célèbre. On lui demanda « Vous vous considérez comme une femme accomplie ?» Elle réfléchit, sourit. « Tout dépend de ce que vous appelez réussir. J'étais oubliée, mais jamais vide. Fille sans étreinte, mais pas sans racines. Aujourd'hui, j'ai un nom, une mission et un jardin où tous ceux qui ont été invisibles trouvent leur place. » Le journaliste resta silencieux. Il nota, mais il ne saisit pas l'essentiel. Ce jour-là, elle portait une marguerite dans les cheveux. Pour le premier anniversaire de la boutique, ils organisèrent une fête simple. Gâteau de maïs, tisane d'hibiscus et une musique douce en fond. Ému, Alvaro monta sur une caisse et fit un discours bref. Certains pensent être riches parce qu'ils ont de l'argent. Mais moi, j'ai compris que je suis devenu vraiment riche le jour où j'ai eu le droit d'être appelé « papa ». Silence. Applaudissements. Larmes discrètes. Et à la fin, Clara s'approcha de lui et demanda « Tu as encore peur ?»« Tous les jours, » répondit-il. « Mais maintenant, je reste. » Ils se sont alors serrés dans les bras. Au milieu des fleurs, des cicatrices du passé et d'un avenir qui sentait bon. Et moi, je te le dis, mon ami, il y a des gens qui naissent invisibles, mais qui ne sont pas faits pour vivre effacés. Elle a brillé, et elle a appris au vieux millionnaire à fleurir lui aussi.